Alors je ne vais pas vous faire une liste exhaustive des matériaux de batterie que l'on peut développer parce que là on finirait pas avant 2-3 heures. Je vais vraiment me focaliser sur le plus important et prendre quelques petits exemples pour vous illustrer la problématique qui s'offre à nous pour les prochaines années. Alors pour commencer, un petit point d'histoire. Les batteries, en gros, on est sur 150 ans de batterie et on a commencé sur les batteries au plomb. La première batterie, finalement, est restée la batterie dominante jusqu'à aujourd'hui. Et alors, bon, j'ai pas les derniers chiffres, mais a priori, le lithium, dont on parle beaucoup et dont on a déjà beaucoup parlé ce soir, est seulement maintenant en train de dépasser le plomb en termes de quantité d'électricité que l'on stocke dans ces batteries. Entre-temps, il y a eu le nickel-cadmium, le nickel-métal-hydrure, mais ça, ce sont des technologies qui finalement ont été plutôt de niche et qui n'ont pas connu, en tout cas, les mêmes applications que l'explosion qu'on voit sur le lithium-ion à l'heure actuelle. Et donc, qu'est-ce qui fait pourquoi est-ce que le lithium est maintenant la meilleure technologie ? C'est vraiment une question bête de poids, c'est que quand on passe du plomb au lithium, on divise la masse par 30. Et donc là, vous avez la quantité d'énergie stockée soit par unité de volume, soit par unité de poids. Alors évidemment, on ne gagne pas un facteur 30 parce que là, dans les batteries lithium-ion à l'heure actuelle, c'est plus le lithium la contrainte principale sur le poids, ce sont les autres éléments. Mais on gagne quand même des facteurs de l'ordre de 4, 5 dans les deux cas. Alors maintenant, la batterie est souvent présentée comme un vecteur important pour la transition énergétique, mais de mon point de vue en tout cas, ça sera peut-être à débattre, mais je pense que ce n'est pas encore le cas. Et parce que la principale utilisation des batteries lithium-ion, c'est l'électronique nomade. Donc on est sur des petites quantités, mais qui surtout sont des nouveaux usages. C'est-à-dire que ce soit les téléphones portables, les ordinateurs portables, etc., les drones, sont des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans, enfin aussi les téléphones portables, oui, mais en gros il y a 20 ans. Et donc c'est une consommation supplémentaire d'électricité. Donc là on ne peut vraiment pas parler, à mon avis, de transition énergétique. Alors après, est-ce que ce chiffre est important ou pas ? Des petits calculs vraiment d'ordre de grandeur font qu'on peut penser que ça correspond à une consommation électrique. À mon avis, le chiffre le plus probable, c'est 1/10 de TWh par an en France, sachant que la consommation d'électricité en France, c'est 500 TWh par an, donc c'est pas quelque chose d'important à l'heure actuelle. Alors maintenant, on passe à une deuxième dimension qui est la voiture électrique. Et là, on peut déjà un petit peu plus parler de transition énergétique puisque on veut remplacer un combustible fossile. Donc là, encore une fois, si on prend des chiffres, vraiment un chiffre maximum possible, c'est-à-dire qu'on prend toutes les 40 millions de voitures qu'il y a à l'heure actuelle en France, on les remplace par des OE ou équivalentes et on les recharge tous les soirs, à 100%, ça fait 600 TWh par an. C'est-à-dire la consommation électrique française, il faut doubler la production. Alors, c'est faisable, mais a priori, de toute façon, on ne va pas atteindre ces chiffres-là demain. Donc, en gros, ça veut dire que on est sur une petite transition énergétique qui va se faire au fur et à mesure, certainement, avec le remplacement des voitures thermiques par les voitures électriques. Donc, par contre, là où vraiment on va être sur de la transition énergétique, c'est si l'on arrive à utiliser les batteries pour intégrer les énergies renouvelables. Et ça, à mon avis, c'est pas encore vraiment quelque chose d'effectif. C'est en train de se faire, probablement. Mais bon, c'est assez difficile de sortir des chiffres à l'heure actuelle de quantité de batteries qui sont utilisées pour ça. Et alors, les énergies renouvelables, ce qu'il faut, à mon avis, un point qui est important, c'est que lorsqu'on parle de leur intermittence, il y a 2 degrés d'intermittence qui sont très différents. C'est d'une part l'intermittence journalière, c'est-à-dire le fait que, en particulier, le solaire produit le jour, alors qu'on consomme, à cette heure-ci, à 19h, c'est là qu'on a le pic de consommation électrique. Là, les batteries peuvent vraiment aider, c'est-à-dire qu'elles peuvent lisser la consommation électrique sur la journée, et donc permettre à ce qu'on utilise plus de solaire pendant la nuit ou plus d'éolien. En revanche, il y a une deuxième intermittence qui est elle aussi très importante, c'est l'intermittence saisonnière. On consomme 2 fois plus d'électricité l'hiver que l'été, et celle-là, c'est pas les batteries qui vont nous permettre, enfin en tout cas, pas les batteries lithium-ion ou les batteries actuelles qui vont nous permettre de lutter contre cette intermittence-là. Et donc ça veut dire que, en tout cas à l'heure actuelle, les batteries ne permettront pas de diminuer notre capacité de production électrique. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir passer de ce que l'on peut produire à l'heure actuelle à beaucoup moins, en tout cas dans les années qui viennent.
Après, il y aura peut-être d'autres technologies, les batteries qu'on appelle redox flow, qui peuvent là apporter quelque chose, mais à mon avis, c'est encore, en tout cas, c'est pas encore bien intégré. Alors maintenant, je vais vraiment focaliser sur les batteries lithium-ion, puisque c'est vraiment l'acteur majeur à l'heure actuelle. Et donc l'image, bon, s'il y a quelques chimistes ici, l'image qu'on voit d'habitude, c'est plutôt celle d'une batterie où on aura une électrode à gauche, une électrode à droite, et puis on met beaucoup de liquide entre les deux. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est a priori beaucoup de matériaux, puisqu'il faut diminuer au maximum le volume occupé par les batteries. La masse est un souci, mais le volume est un souci beaucoup plus important. Et après, ces électrodes, donc ici vous avez une anode qui est généralement en graphite, ça c'est quelque chose qui va perdurer pendant longtemps à mon avis, et une cathode qui est un oxyde de métal, sont imprégnés d'un liquide, d'un électrolyte qui contient lui le lithium. Et donc c'est les va-et-vient de lithium entre ces deux électrodes qui font les cycles de charge et de décharge. Donc à l'heure actuelle, la majorité de la recherche et la grande question, c'est quel oxyde de métal on peut utiliser pour ces batteries lithium-ion. Et celui qui a la plus haute densité énergétique, on en a parlé plusieurs fois, c'est l'oxyde de cobalt, d'où son importance à l'heure actuelle pour les batteries lithium. Alors maintenant, si on regarde l'abondance justement du cobalt, on voit que parmi les éléments de transition de la même famille, titane, manganèse, fer jusqu'au zinc, eh bien malheureusement, ici là, on est sur une échelle logarithmique, eh bien c'est de loin celui qui est le moins présent dans la croûte terrestre, et on a plusieurs ordres de grandeur. Si on compare au fer, ça va être presque 4 ordres de grandeur en termes d'abondance. Le lithium, on a le même problème. Si on compare à ses voisins aux mêmes propriétés chimiques, type sodium, potassium, ou à des éléments, on va dire, un peu équivalents, magnésium, aluminium, eh bien là aussi on a plusieurs ordres de grandeur en termes d'abondance naturelle, et donc ça c'est vraiment des contraintes qui vont être très fortes. Donc tout ça, ça fait qu'à l'heure actuelle, ce matériau LiCOO2 qui offre la plus haute densité d'énergie, c'est aussi le plus cher, et c'est celui qui est utilisé dans les batteries pour les téléphones portables, les ordinateurs portables, c'est-à-dire des objets à très haute valeur ajoutée, où on paye 600 € en portable. Il y a une grande partie de ce coût qui va dans la batterie, mais si on mettait la même batterie dans une voiture électrique, eh bien là, très peu de gens pourraient se permettre de la payer. Donc maintenant, on en a déjà parlé, donc le problème du cobalt au niveau des mines, il y a la question du coût qui a été multiplié par 2. Alors ça justement, j'ai vu en faisant une recherche aujourd'hui sur internet que, a priori, le Congo veut doubler les douanes aussi sur le cobalt. Donc le Congo, j'ai vu, c'était 58% du cobalt mondial, a priori. Puis il faut voir aussi la question, des questions sociétales, c'est-à-dire quelles sont les conditions dans les mines de cobalt. A priori, c'est pas très glorieux. Donc c'est vraiment un problème à résoudre. Il y a eu la question de la substitution qui a été évoquée. Comment est-ce qu'on peut remplacer ce cobalt ? La première voie qui est ce que l'on va trouver, ou ce que l'on trouve maintenant dans les voitures électriques, c'est de remplacer une partie du cobalt. Et donc un exemple, c'est les batteries qu'on appelle NMC pour nickel, manganèse, cobalt. On voit qu'on n'a plus qu'un tiers de cobalt qui est remplacé à moitié par du manganèse, à moitié par du nickel. Et là, alors le nickel, il y a quand même des tensions, mais c'est déjà un petit peu mieux au niveau des ressources. Le manganèse, c'est beaucoup mieux. Mais si on met que du manganèse sur le plan chimique, ça ne fonctionne pas aussi bien, donc on est obligé d'avoir ces trois éléments. Donc ça, a priori, je ne connais pas bien toutes les dernières technologies utilisées, mais je pense que c'est ce qui est utilisé dans les batteries Renault. Tesla, je crois que c'est pas du manganèse, c'est plutôt de l'aluminium, mais c'est le même genre de matériaux, le même genre de performance. Donc là, on est vraiment sur de la substitution. Mais après, il y a la question de est-ce qu'on peut trouver d'autres familles de matériaux où là, il n'y aura plus du tout de cobalt. Et donc là, vous avez sur cette image quelques propositions de nouvelles technologies. La première, donc vous voyez 2010, c'était quelque chose qui est déjà en place, c'est de remplacer les matériaux à base d'oxyde par ce qu'on appelle des matériaux polyanioniques. Donc là, vous avez ici PO4 qui est le phosphate, mais il y a aussi des matériaux à base de sulfate qui sont proposés. Donc ça, c'est la première voie et qui est a priori qui est déjà une voie industrielle. Et puis après, il y a ce qui relève plutôt de la science-fiction et donc qui est très développé, qui est très présent dans les labos de recherche, mais pas du tout à l'échelle industrielle. Est-ce qu'on peut avoir des matériaux qui soient plus du tout inorganiques, donc plus d'éléments de transition, plus de métaux, mais là uniquement de l'organique, avec éventuellement d'autres problèmes, mais ça à discuter.
Donc d'abord sur la question des polyanioniques, en fait il y a un matériau qui est maintenant bien établi, c'est ce qu'on appelle le lithium fer phosphate. Donc il présente un gros avantage, c'est que l'élément de transition qui est utilisé pour stocker les électrons, c'est du fer. Donc là, la disponibilité de la ressource est beaucoup plus grande. Alors c'est aussi un matériau, c'est un vrai exemple de success story pour les nanosciences, parce que finalement, c'est un matériau qui a été découvert il y a longtemps, mais donc on savait qu'on pouvait insérer du lithium dedans, mais pas de manière efficace, parce qu'il n'a pas une bonne conductivité électronique. Et donc on arrivait à insérer du lithium, mais pas très bien les électrons, très lentement. Et donc finalement, il avait été un peu mis de côté. Et ce qui a permis son utilisation dans les batteries, c'est de faire des nanomatériaux qui sont mélangés à du carbone. Le carbone amène la conduction électronique et le matériau permet d'insérer le lithium. Et là, on arrive à avoir des électrodes qui fonctionnent bien. Alors ce matériau, il est industrialisé, mais par contre ici, quand on fait son bilan, les matériaux dont je vous parlais avant, le nickel, manganèse, cobalt, il a une très haute énergie spécifique. Eh bien, le LFP, on va diviser en général par 2, en gros, enfin peut-être un petit peu moins que ça. Mais donc ça veut dire que sur une voiture électrique, pour la même masse ou pour le même volume, on va 2 fois moins loin. Donc a priori, son application, ce ne sera pas sur le véhicule électrique. Par contre, il a des gros avantages sur les durées de vie, on va faire beaucoup plus de cycles, donc on va améliorer les performances de ce côté-là. Enfin, ça dépend de l'utilisation de la batterie, après c'est un point auquel il faut faire quand même très attention. La charge, a priori, va être plus rapide, avec une meilleure puissance. Et par contre, un très gros avantage de ce matériau, c'est au niveau de la sécurité. A priori, on a moins d'instabilité qu'on peut avoir sur les batteries lithium-ion, qui sont les problèmes qu'on a sur les téléphones portables, qu'on a vu en particulier avec Samsung. Donc, c'est un matériau qui va trouver des applications dans les prochaines années et qui sera important. Alors maintenant, je vous ai dit la batterie organique. Alors, il y a des recherches qui sont menées dessus. L'idée, c'est d'utiliser de la biomasse, extraire de la matière organique, des espèces qui vont être actives du point de vue redox, en faire des batteries. Et a priori, la biomasse, c'est quelque chose que l'on peut assez facilement recycler. Et donc, a priori, avoir ce genre de cycle vertueux. Mais là, on est vraiment sur de la science-fiction. Et à l'heure actuelle, les meilleures batteries organiques produisent beaucoup moins d'énergie que les batteries inorganiques. Et si on arrive à faire une dizaine de cycles, donc la charger et la décharger 10 fois, c'est déjà un exploit. Donc on est vraiment très 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 loin d'atteindre ce rêve. Alors là pour l'instant j'ai parlé que du remplacement du cobalt, mais on a évoqué la question du lithium. Le lithium c'est un élément typiquement mal réparti, avec la majorité des ressources en Amérique du Sud, un petit peu en Chine, un petit peu aux États-Unis, mais en tout cas nous en France on n'en a pas du tout. Donc on se pose la question de est-ce qu'on ne peut pas aussi remplacer le lithium? Alors là, remplacer le lithium, ça va être très difficile du point de vue des propriétés, parce que c'est le plus léger enfin, à part l'hydrogène, mais l'hydrogène a d'autres problèmes, c'est le plus léger et le plus petit surtout des éléments, donc le plus petit rayon ionique. Donc le remplacer, ce sera forcément avec des moins bonnes performances. Ça, je ne pense pas qu'on pourra avoir des batteries qui seront aussi bonnes avec d'autres éléments. Mais une proposition qui a été faite et qui, à mon avis, est intéressante, c'est celle des chercheurs en France. En gros, on est regroupé au sein d'un réseau de recherche qui regroupe à la fois des labos académiques et des industriels. Donc tous les industriels du secteur participent à ce réseau. Et donc dans le cadre de ce réseau, il était proposé en 2013 de faire des recherches sur le sodium-ion. À cette époque-là, vraiment, on partait presque de zéro. Et en 3 ans, en mettant pas mal de financement, eh bien, il y a eu une proposition d'un premier prototype de batterie sodium-ion qui permettent donc d'avoir des quantités d'énergie stockée 2 fois plus petites, on va dire, que les batteries lithium-ion. Mais l'avantage du sodium, c'est que lui, eh bien, il est très bien réparti, il est présent partout. Donc, on peut espérer, mais ça, c'est aussi approuvé parce que on parle que de l'élément principal, mais à chaque fois qu'on va mettre du sodium, on va mettre d'autres métaux, d'autres éléments, etc. Donc on va peut-être déplacer le problème. Donc là encore, l'analyse elle n'est pas encore faite, mais voilà un exemple de proposition qui est faite en tout cas en France, avec une start-up qui vient d'être créée pour développer cette technologie. Un dernier point important, c'est la question donc qui n'est pas sur la ressource minérale, mais qui est sur le plan environnemental. C'est combien d'énergie on a besoin pour
produire une batterie. Donc malheureusement, je n'ai pas vraiment d'accès aux chiffres, mais donc je me base sur des choses que j'ai vues dans d'autres présentations, etc. Mais à mon avis, les ordres de grandeur de toute façon sont bons. En gros, il faut 260 kWh d'électricité pour produire 1 kWh de stockage. Donc ça, c'est un chiffre qui est quand même assez important. Et sa répercussion, elle est en particulier importante en termes de CO2 émis pour produire ces batteries. Donc là, ici, vous avez l'exemple, un exemple qui est tiré d'un rapport sur les émissions en CO2 d'une voiture thermique actuelle, une voiture thermique telle qu'on peut l'espérer en 2030. Et donc vous voyez qu'en gros, c'est la production de la voiture en bleu et surtout l'utilisation de la voiture puisqu'on brûle du pétrole qui sont à l'origine des principales émissions de CO2. Lorsqu'on passe à des véhicules électriques, eh bien, c'est maintenant la production de la batterie qui devient le poste de coût en CO2 le plus important. Et ça, c'est avec le mix énergétique français, donc un mix énergétique à bas carbone. Imaginons un pays qui produit son électricité à partir de charbon. Eh bien là, cette contribution, à mon avis, devient beaucoup plus importante. C'est l'envers aussi. Et donc, le bénéfice en termes environnementaux d'avoir une voiture électrique par rapport à une voiture thermique, il est probablement nul, voire même possiblement négatif. Donc ça veut dire qu'il faut aller vers d'autres méthodes de synthèse. Et donc là, c'est là aussi que, du point de vue de la recherche, c'est quelque chose qui est maintenant de plus en plus intégré. Et ce qui se passe, alors moi je fais pas du tout de synthèse de matériaux, donc je suis pas un spécialiste de ces choses-là, mais la trajectoire classique lorsqu'on va synthétiser des nouveaux matériaux, c'est d'aller vers des synthèses qu'on appelle céramiques, où on va mettre tous les éléments dans un four à très haute température et le mélange va se faire et on va former les nouvelles phases. Une fois qu'on a trouvé un matériau qui va bien fonctionner, après il faut trouver un moyen de le produire de manière plus durable. Et donc ça veut dire de passer de ce genre de synthèse à des synthèses à beaucoup plus basse température. Donc ça va être en utilisant souvent des solvants organiques. Là on va atteindre des températures 100-200 degrés, donc beaucoup moins d'électricité pour produire les matériaux. Et après la deuxième phase, c'est aussi de diminuer le nombre d'atomes que l'on implique dans la synthèse, et en particulier diminuer la quantité de solvants organiques. Si on peut avoir des synthèses en voie aqueuse, a priori c'est mieux. L'objectif étant vraiment de minimiser l'impact environnemental et l'impact énergétique pour produire un matériau. C'est-à-dire qu'un matériau qui fonctionne très bien, mais pour lequel on a besoin de beaucoup d'électricité pour le produire, il n'arrivera jamais jusqu'à la phase industrielle. Alors enfin, la question du recyclage, il y a un point à mon avis qui est très important sur le cas des batteries et qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui encore, c'est que en fait, avant le recyclage, de toute façon, il va y avoir beaucoup de questions sur comment faire pour avoir une économie des batteries pour les réutiliser. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on veut une voiture qui fait 400 km, donc on veut une très bonne batterie dans la voiture. Par contre, si on prend une Autolib, la masse de l'Autolib est beaucoup plus faible, on aura juste besoin qu'elle fasse 10 km dans Paris. Donc a priori, pour ce genre de voiture, on peut se permettre d'avoir des batteries qui seront beaucoup moins performantes. Donc pourquoi pas utiliser les batteries qui ont déjà été utilisées dans les Renault, dans les Tesla, pour ces véhicules qui ont des besoins moins importants. Et puis même, on peut aller une étape plus loin. Je vous ai dit au début qu'il y a la question du stockage stationnaire pour les énergies renouvelables. Là, on a besoin d'avoir des coûts très faibles sur les batteries. Donc a priori, réutiliser encore une fois ces batteries pour une troisième vie, eh bien là, ce serait quelque chose de très intéressant, mais sont des circuits qui, à mon avis, ne sont pas très bien mis en place. Enfin bon, j'ai pas le point de vue non plus d'un industriel. Puis après, la question vient du recyclage. Donc on a dit que le cobalt était recyclé, pas encore, le lithium, pas vraiment. Là, il y a aussi une question qui vient sur le recyclage. Alors, pourquoi c'est plus difficile de recycler que, par exemple, des déchets nucléaires? Les déchets nucléaires, ça va être toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on a 50 centrales en France qui produisent toutes plus ou moins les mêmes déchets. Et les déchets, on sait à peu près comment ils sont faits, quelles sont leurs compositions, etc. Les batteries, si on prend l'exemple des piles, quand vous jetez vos piles dans le bac au supermarché ou chez Darty, eh bien elles sont toutes différentes, elles ont des compositions différentes, elles ont des états de charge éventuellement différents. Et donc, au niveau du recyclage, ça induit quand même des difficultés supplémentaires qui sont très importantes. Et ça fait que, a priori, en tout cas, il n'y aura pas forcément une méthode qui va fonctionner pour tous les types de batteries, etc. Enfin, a priori, si, mais si on veut réduire les coûts, il faudra peut-être séparer les batteries. Enfin, en tout cas, ce circuit de recyclage, il n'est pas encore
il n'est pas encore défini. Et donc en particulier, nous au laboratoire, il y a pas mal de gens qui travaillent sur des explorations de nouvelles voies qui seront des voies à haute température type sel fondu, qui permettraient d'éviter un maximum d'étapes primaires avant de faire le recyclage en soi. Et donc bon, c'est des voies exploratoires, mais on verra d'ici quelques années ce que ça donne. Et donc pour finir, je pense qu'il y a souvent, malheureusement, lorsqu'on parle de transition énergétique, on peut avoir des discours un petit peu déprimants. Alors je pense quand même que les batteries, même s'il y a beaucoup de contraintes, même s'il y a beaucoup de questions qui vont se poser, on voit quand même que vu la quantité d'investissements qui sont faits, que ce soit sur le plan industriel ou sur le plan de la recherche, il va y avoir des nouvelles choses. Et dans 10 ans, je pense que le discours sera très différent de celui que je vous ai dit aujourd'hui. Donc pour vous donner une idée, la Gigafactory de Tesla, c'est a priori un ordre de grandeur 5 milliards d'euros d'investissement qui ont été faits. Le rachat de la Saft par Total, donc la Saft étant le premier producteur de batteries en Europe, c'est 1 milliard d'euros. C'est quand même un investissement qui n'est pas négligeable. Ça veut dire que Total, espérons, veut vraiment développer cette voie. Et a priori, il y a une stratégie aussi avec l'énergie solaire, puisqu'ils ont aussi acheté un grand fabricant de panneaux pour avoir vraiment une branche là-dessus. Donc ça rejoint un peu les aspects historiques de Total qui faisait déjà du renouvelable avant. Et puis sur le plan de la recherche, je pense que là, c'est assez amusant. On a un exemple où en France, on a fait avant les autres quelque chose, c'est assez rare. Il y a eu la création de ce réseau dont je vous ai déjà parlé il y a maintenant 6-7 ans sous l'impulsion de Jean-Marie Tarascon qui est maintenant au Collège de France. Et donc c'est quand même un sujet sur lequel à l'heure actuelle il y a des moyens beaucoup plus qu'ailleurs venant moi-même de l'énergie nucléaire au départ. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle pour faire de la recherche sur les batteries c'est beaucoup plus facile que sur du nucléaire, avec de l'apport d'industriels qui aussi participent au financement de ces recherches. Et on voit que les Anglais ont décidé de faire la même chose puisqu'ils ont annoncé qu'ils avaient un investissement de 65 millions de pounds sur 4-5 ans pour vraiment arroser la recherche sur les batteries dans les prochaines années. Merci de votre attention.